25 décembre 1991. L'URSS est dissoute après 70 ans d'existence. Une nouvelle décennie s'est ouverte pour la Russie. Et aujourd'hui, nous allons explorer tous les recoins de cette période tumultueuse. Une époque qui a bouleversé le pays dans tous les sens du terme. Laissez-moi vous raconter l'histoire de la Russie post-soviétique, de la thérapie de choc, entre bouleversement politique, réforme économique et lutte acharnée contre la pauvreté. Replongeons-nous alors dans ce que les Russes appellent la décennie noire. Alors avant de commencer, je tiens à préciser que j'ai déjà fait une vidéo sur la chute de l'URSS, que je vous invite à voir si vous voulez plus de précision, car je n'irai pas autant dans le détail dans cette vidéo. On commence en 1985, lorsque Mikhail Gorbatchev, président du Parti communiste soviétique, arrive à la tête de l'URSS. Le pays fait alors face à de nombreuses difficultés, stagnation de l'économie, corruption, retard technologique, guerre en Afghanistan, système économique vieillissant, etc. En bref, le pays semble au plus bas, et selon Yuri Andropov, dirigeant de l'Union soviétique de 1982 à 1984, le pays s'écroulerait d'ici la fin des années 80 si rien n'est fait. Andropov ne vécut pas assez longtemps pour changer les choses, et son successeur, Konstantin Tchernenko, non plus. C'est donc à Gorbatchev que revient la mission d'arranger la situation et de sauver le pays. Pour cela, il a deux cartes en main, la perestroïka et la glasnost. Pour traduire, il souhaite passer progressivement au capitalisme et instaurer la liberté d'expression et la fin de la propagande. Mais tout ne se passe pas comme prévu. La catastrophe nucléaire de Tchernobyl oblige Gorbatchev à avouer les fautes et erreurs du gouvernement sur la gestion de l'Union. Les conséquences sont terribles. La parole se libère, les oppositions au parti communiste sont de plus en plus fortes, Gorbatchev n'a plus que des ennemis au sein du parti, et les pays composant l'Union souhaitent prendre leur indépendance. C'est le chaos, et un homme en profite pour prendre de l'importance. Boris Yeltsin, chef du Parti communiste de Russie depuis 1985. Il se met à dénoncer Gorbatchev et sa perestroïka. Il finit même par devenir le leader de l'opposition au système et appelle à déclarer la guerre à la direction soviétique, ce qui lui coûte son poste en 1987. Pour résoudre la situation, Gorbatchev prend de nombreuses mesures. Il retire les troupes soviétiques d'Afghanistan, brise le rideau de fer, met fin à la guerre froide et organise des élections libres dans les pays de l'URSS, et Yeltsin revient à la tête de la Russie. C'est à ce moment-là qu'il commence à introduire la thérapie de choc, le passage brutal du communisme au capitalisme, en se basant sur le modèle polonais. Mais tout va basculer le 23 août 1991. Les communistes conservateurs, pour reprendre en main la situation, enferment Gorbatchev dans sa résidence secondaire et prennent d'assaut Moscou avec leurs chars. Le coup d'état, mal préparé, n'est pas accepté par la population moscovite, bloque les chars à main nue. À leur tête se trouve Yeltsin. Il parvient à convaincre les généraux de mettre fin au coup d'état et à rétablir l'ordre, et en profite pour adopter le drapeau tricolore, interdire le parti communiste en Russie et humilie publiquement Gorbatchev qui n'a pas vu venir ce coup d'état. L'autorité de Gorbatchev faiblit encore plus, et tous les pays composant l'URSS décident de quitter l'Union. Départ officialisé par les accords de Minsk du 8 décembre 1991, signés par Yeltsin. Après plusieurs jours de réflexion, Gorbatchev annonce sa démission du poste de président de l'URSS et la dissolution du pays le 25 décembre 1991. L'Union soviétique n'existe plus et donne naissance à 15 nouveaux États indépendants. Alors que l'URSS se dissout, tous ses habitants sont maintenant citoyens de leurs nouveaux pays respectifs. Tous, sauf un. Laissez-moi vous raconter l'histoire du dernier citoyen soviétique, Sergueï Krikalev. Sergueï Krikalev est un astronaute soviétique né à Leningrad en 1958. En mai 1991, il est envoyé pour une mission de 5 mois dans la station spatiale soviétique Mir. Aucune inquiétude, il est préparé à cela, et il n'est pas tout seul. 2 autres astronautes l'accompagnent dans sa mission. Seulement, en décembre 1991, l'URSS s'écroule, et Krikalev est toujours là-haut dans l'espace. L'URSS n'existe plus, mais lui et sa station sont toujours soviétiques. Il est donc apatride. Mais en se basant sur sa ville de naissance, il est déclaré comme étant russe. C'est donc à la Russie d'aller le chercher, puisqu'elle a récupéré la station Mir. Cependant, il y a 2 problèmes. Pour commencer, la Russie fait face à de nombreux désordres politiques et économiques. Elle n'a donc ni le temps, ni les moyens d'aller le chercher. Ensuite, la base spatiale qui a servi à envoyer Krikalev dans l'espace se situe au Kazakhstan, qui entre-temps est devenu un pays indépendant. La Russie ne peut donc pas envoyer un cosmonaute remplaçant sans autorisation. Alors le Kremlin indique à l'équipe qu'elle va devoir rester là-haut plus longtemps que prévu, pour une durée indéterminée, alors qu'ils ne sont préparés ni physiquement,
ni psychologiquement à cela. Krikalev reste donc dans la station. Il l'entretient, il rationne sa nourriture pour son séjour prolongé et s'adresse à la radio tous les jours. Mais n'avait-il vraiment aucun moyen de quitter la station ? Ils en avaient un, en effet, mais quitter la station signifiait la laisser à l'abandon. Ils ne peuvent donc pas se permettre de la quitter. Au final, Krikalev a passé plus de 312 jours dans l'espace. Le 25 mars 1992, il est enfin remplacé par un autre cosmonaute, et il peut retourner sur Terre. Lorsqu'il atterrit, il est tout maigre, à cause de l'absence de gravité qui a atrophié ses muscles, et tout pâle, à cause des radiations solaires. Mais ce qui a le plus marqué l'attention des journalistes, c'est qu'il avait toujours le drapeau de l'URSS sur son costume spatial. Et c'est ce détail qui lui a valu le surnom de dernier citoyen soviétique. Ça y est, l'URSS n'existe plus, la Russie est indépendante. Mais à quoi ressemble-t-elle politiquement ? Eh bien, Yeltsin cherche à faire de la Russie un état démocratique semblable à l'Occident. Ainsi, les pouvoirs sont séparés, la justice devient indépendante et des élections présidentielles sont instaurées tous les 4 ans. Yeltsin peut pleinement mettre en place sa thérapie de choc, qui fonctionne de la manière suivante. 90% des produits sont libéralisés, c'est-à-dire que leur prix est basé sur leur valeur réelle sans que l'État n'intervienne pour faciliter les échanges commerciaux. Ensuite, la plupart des usines, mines, fermes et appartements sont privatisés. Ils n'appartiennent plus à l'État. La population russe, habituée à vivre sous la dictature depuis des décennies, doit tirer un trait sur le passé et se tourner vers l'avenir en acceptant un nouveau mode de gouvernement encore jamais vu en Russie. Au début, elle n'est pas opposée à ce changement, mais peu à peu, des critiques apparaissent sur la thérapie de choc. En effet, les conséquences sont tout simplement dévastatrices. L'inflation monte à 200%. En 1993, pour échanger un seul dollar, il faut 1034 roubles. Les magasins nouvellement privatisés sont essentiellement vides, et le peu qui est vendu est pris d'assaut, augmentant encore plus les prix. Par exemple, une dizaine d'œufs coûte 18 roubles, alors que le salaire moyen est de 300 roubles. Les exportations et la production de pétrole baissent, alors que la dette s'accroît toujours plus. Mais pourquoi cet échec ? Pourtant, cela avait marché en Pologne et en Chine. Effectivement, mais il y a deux raisons à cet échec. Premièrement, car une politique qui marche dans un pays ne va pas forcément fonctionner dans un autre, en raison de leurs différences économiques ou politiques. Et deuxièmement, car Yeltsin n'a pas assez d'autorité pour imposer ses réformes, puisqu'il n'a pas les pleins pouvoirs. Également, le gouvernement préfère miser sur la croissance au détriment du développement du niveau de vie des citoyens, car la population souffre de cette politique. Les prix explosent, mais pas les salaires. Le taux de natalité s'effondre alors que celui de la mortalité augmente. Le manque d'argent fait qu'1 million de personnes se retrouvent au chômage. D'autres se retrouvent sans abri. Les entreprises n'arrivent plus à rémunérer leurs employés et le troc s'installe. En 1995, près de la moitié des Russes vivent sous le seuil de pauvreté. Et tout cela favorise l'essor de la criminalité. Le pessimisme, la dépression se généralisent et le taux de suicide s'accroît. Voici un témoignage de cette époque. Mon petit frère lavait des voitures après l'école. Il vendait des chewing-gums et toutes sortes de cochonneries dans le métro. Et il gagnait davantage que notre père. Lui, c'était un savant. Il était docteur en sciences, l'élite soviétique. Quand des saucissons sont apparus dans les magasins privés, tout le monde a foncé pour en acheter. Et on a vu les prix. Voilà comment le capitalisme est entré dans notre vie. Un rapport de l'UNICEF datant de 2001 estime qu'environ 3,2 millions de personnes sont mortes dues aux effets de la thérapie de choc dans toute l'ex-URSS. Malgré tout, une minorité de personnes parviennent à s'en sortir dans cette situation de misère. Les agriculteurs, qui ont pu garder leur emploi, et surtout, une poignée de fonctionnaires, de banquiers, ayant compris le fonctionnement du capitalisme et qui sont devenus extrêmement riches. Ceux que l'on appelle les oligarques, qui ont également une grande influence plus ou moins dissimulée auprès du pouvoir, accroissant la corruption. En bref, les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. La population est exaspérée par cette situation, et les députés de la Douma, le parlement russe, le font savoir au président Yeltsin. Celui-ci réussit à obtenir 4 milliards de dollars du FMI, mais c'est largement insuffisant pour atténuer les effets de la thérapie de choc. Les députés de l'opposition s'en prennent sans cesse à lui. Ils ont alors l'idée de le destituer. Seulement, le parti présidentiel est majoritaire, c'est donc impossible. À la place, c'est le Premier ministre Yegor Gaïdar qui en est victime. Ceux-ci en profitent pour prendre plus de pouvoir
en réautorisant le parti communiste interdit par Yeltsin. Yeltsin se défend en dissolvant le Parlement le 21 septembre 1993. Mais la Cour constitutionnelle refuse et Yeltsin est suspendu de son poste de président pour être remplacé par le général Alexandre Routskoï. Le président déchu ne perd pas de temps. Il décrète l'état d'urgence et le matin du 4 octobre, il envoie les chars à la Maison Blanche, le siège du gouvernement, et lance l'assaut contre ses opposants. Le soir, les députés se rendent et les chefs de l'opposition sont emprisonnés. Yeltsin reprend le pouvoir. Le second putsch de Moscou, comme il est appelé, a fait 150 morts. Le 12 décembre, les élections législatives ont lieu et rétablissent le calme au Parlement. Le même jour, Yeltsin fait voter par référendum une réforme constitutionnelle lui donnant plus de pouvoir. La réforme est acceptée par 57% des votants, mais d'autres troubles politiques font leur apparition. Bien que les anciennes républiques soviétiques soient devenues indépendantes, certains territoires et peuples de la Russie la réclament eux aussi. Tatars, Dagestanais, Ingouches et surtout Tchétchènes. Pour conserver ces territoires, le pouvoir russe cède des droits politiques comme la rédaction d'une constitution leur donnant plus d'autonomie. Mais la Tchétchénie refuse tout compromis et ne souhaite que l'indépendance. La Tchétchénie est à l'origine une province autonome de l'Ingouchie, située dans le Caucase. En novembre 1991, alors que l'URSS se délite, celle-ci proclame son indépendance. Les négociations politiques n'aboutissant à rien, Yeltsin réfléchit donc à une intervention militaire, car une Tchétchénie indépendante pourrait inspirer d'autres peuples à quitter la Fédération de Russie. Également, il craint que cet État musulman favorise le développement du terrorisme islamique. Et pour finir, c'est une région qui est riche en pétrole, principale ressource de la Russie. Le 11 décembre 1994, Yeltsin annonce à la télévision que l'offensive sur Grozny, la capitale tchétchène, est lancée. La guerre a commencé. Le général Grachev promet une opération éclair qui ne devrait pas durer au-delà du 20 décembre. Mais dans les faits, il a fallu 2 mois à l'armée russe juste pour prendre la capitale. La guerre, quant à elle, durera 2 ans. Les bombardements russes font près de 2000 morts et des milliers de blessés les premiers mois de la guerre. Les rebelles se cachent dans les montagnes et opposent une farouche résistance aux troupes russes. Cette guerre n'est pas sans rappeler la guerre en Afghanistan, dans les années 80, qui elle aussi devait être très rapide, mais qui s'est transformée en bourbier. À plus petite échelle cette fois-ci. Mais à la grande différence du conflit afghan, les Américains soutenaient financièrement les Russes dans leur conflit. Les soldats russes sont démoralisés. Le conflit n'avance pas, et le 31 août 1996, la paix est signée entre les belligérants. Un statu quo est établi. La Tchétchénie garde un statut d'autonomie et les pourparlers sur l'indépendance de la République sont remis à plus tard. Le bilan est plutôt vague. On estime qu'entre 5700 et 14 000 soldats russes sont morts durant ces 2 années. Du côté tchétchène, on estime qu'il y eut 80 000 morts civils et militaires confondus. Au milieu des années 90, la Russie accumule les problèmes. Corruption, chômage, inflation, pauvreté, criminalité, guerre. Certains en viennent à regretter l'époque soviétique. Comme diraient les plus anciens, c'était mieux avant. Et ce sentiment, un homme l'a bien compris. Il s'agit de Gennady Zyuganov, le chef du nouveau parti communiste russe, candidat à l'élection présidentielle de 1996. Ancien apparatchik opposé aux réformes de Gorbatchev, charismatique, il parvient à raviver la flamme nostalgique d'une partie de la population. Son programme, le voici. Restauration de l'ordre et de l'autorité, reprise en main de l'État sur l'économie. En bref, le retour du communisme. Au début de l'année 1996, il est en tête dans les sondages qui lui donnent 28 à 31% d'intention de vote. Yeltsin, quant à lui, est à 3%. Le président sortant n'est pas aidé. L'échec de la thérapie de choc, la guerre en Tchétchénie et surtout son état de santé se dégradant de plus en plus ne lui rendent pas service, puisqu'il avait un penchant pour la vodka et il fit de multiples infarctus au cours de sa vie. Pour être réélu, Yeltsin mène une campagne intense. Il multiplie les meetings, rend visite à des ouvriers dans des usines, polit son image dans les médias. Pour lui, il ne s'agit pas d'une simple élection. C'était la confrontation entre le monde d'hier et le monde de demain. Il s'agissait d'empêcher le communisme d'arriver au pouvoir, empêcher le retour de l'URSS, voire de la guerre civile. Les médias ressortent des dossiers sur les crimes staliniens pour dédouaner Zyuganov et le communisme. Et ça marche. À 1 mois du premier tour, Yeltsin est au même score que Zyuganov dans les sondages. Au soir du 16 juin, le premier tour a lieu. Sur les 10 candidats en liste, Yeltsin arrive en tête avec 35% des voix, suivi de près par Zyuganov avec 32%. Pour l'anecdote,
Gorbatchev s'est présenté lors de l'élection et il a obtenu 0,5% des voix. Avant le second tour, Yeltsin redouble ses efforts. Il sympathise avec ses anciens adversaires pour récupérer leur vote et demande aux médias de cacher son dernier malaise cardiaque. Le 3 juillet, les résultats du second tour sont dévoilés. Yeltsin est réélu avec 54% des voix, Zyuganov n'ayant reçu que 40%. Yeltsin, dont l'état de santé devient de plus en plus préoccupant, est réélu pour 4 ans de plus. Durant son second mandat, Yeltsin multiplie les réformes pour lutter contre l'inflation et la corruption, à tel point qu'en 1998, il peut se vanter auprès du FMI que son pays a retrouvé sa croissance. Mais l'instabilité politique est toujours présente. 4 premiers ministres se sont succédés cette année-là, mais un 5e, nommé en 1999, se démarque du reste. Il s'agit de Vladimir Poutine. Ancien agent du KGB, inconnu du grand public, sa nomination surprend tout le monde, car les précédents premiers ministres étaient des personnes diplômées en économie pour faciliter la mise en place de la thérapie de choc. Il fit une ascension politique fulgurante au point de devenir le favori d'Yeltsin. Puis vient l'année 1999. Le conflit en Tchétchénie a repris. Une série d'attentats commis contre des militaires russes pousse le Premier ministre à lancer la chasse aux terroristes et à intervenir dans la République, ce qui lança la deuxième guerre de Tchétchénie, qui dure jusqu'en 2009. Finalement, le 31 décembre, à la toute fin de cette année, de cette décennie, de ce siècle et même de ce millénaire, Yeltsin fait une allocution télévisuelle. Il exprime ses vœux, présente ses excuses pour tous ses échecs et annonce sa démission de son poste de président, qui s'effectuera le 1er janvier 2000 à minuit. Lorsque le moment arrive, Vladimir Poutine devient président par intérim, puis est officiellement élu dès le premier tour lors des élections du 26 mars 2000 avec 52% des voix. Ainsi s'achève la décennie noire des années 90. Après avoir définitivement enterré le communisme, le 21e siècle s'ouvre sur une nouvelle ère pour la Russie, celle de Vladimir Poutine.